Je me présente, je suis Leila Damac, donc maître de conférence à l'IUT de Vannes à l'Université Bretagne Sud, et donc je suis membre du LEGO, qui est un laboratoire qui a été créé en janvier en fusion avec Brest. Donc voilà, on est sur des thématiques territoriales essentiellement, sur les organisations également. Voilà, partie comportement du consommateur, partie entreprise également et stratégie d'entreprise et économie. Voilà. Voilà, donc moi je suis en information et communication et donc je fais partie du Préfixe, qui est un laboratoire aussi qui est commun avec Rennes 2. Et donc voilà, nous on étudie plus les aspects communication, communication territoriale, enfin, tous les outils de communication et les médias. Donc voilà, et puis toutes les nouvelles technologies aussi. Et donc c'est vrai qu'on s'est rejoints sur différentes thématiques. Ça fait très longtemps qu'on souhaitait travailler ensemble. Hein. Oui, et puis on n'avait jamais trop eu l'occasion. Et puis c'est vrai que c'est un peu l'objet de notre communication aujourd'hui, de vous présenter le travail qu'on a réalisé autour des logos. Hein. Oui, d'ailleurs, voilà, instinctivement, je change sur mon ordinateur, mais c'est là. D'accord, c'est moi qui gère. Donc voilà, donc pour vous présenter un petit peu les choses de l'objet de notre communication aujourd'hui. Donc on a décidé un petit peu de vous recontextualiser un peu les choses dans une première partie, parce que cette petite étude-là exploratoire qui est en cours, hein, qu'on va développer, elle fait partie d'un plus gros projet qui est structurant à l'université ici et dont on veut vous présenter certains résultats parce que ça permet de mieux comprendre aussi ce à quoi on arrive dans notre étude des logos. Donc c'est l'objet de la première partie. Et puis dans une deuxième partie, donc on va développer vraiment notre étude exploratoire autour du logo et puis des organisations de Bretagne Sud là. Et puis bon, on vous conclura un petit peu pour vous montrer ce à quoi on espère arriver aussi par le futur, puisque là on est plus dans le cadre d'une étude exploratoire. Donc voilà. Donc nous sommes ravis de votre présence, merci d'être présent et on espère bien que vous ayez justement des idées, des réactions suite à cette présentation, parce qu'on est dans un travail qui est en cours et donc on est très très ouvert au contraire bien sûr à l'échange et à progresser et à avancer dans le sujet. Tout à fait. Donc déjà pour commencer, donc par rapport à une première partie, pour resituer un peu les choses, donc toute l'étude dont on va vous présenter des résultats aujourd'hui, elle fait partie d'un projet structurant de l'Université de Bretagne Sud qui s'appelle le projet IDENSO, Identité et Société. Donc il y avait différents axes, un axe territoire. Et avec 7 de nos collègues, donc je sais que Vincent Boyer, le maître de conférence en droit, que vous avez dû voir déjà ici il n'y a pas très longtemps, il fait partie de notre groupe. Donc on est un petit groupe pluridisciplinaire et on a décidé de travailler, de prendre Bretagne Sud comme objet d'étude, puisqu'après tout ça fait aussi partie de notre université. Et donc de questionner Bretagne Sud, parce qu'on s'est aperçu que ce terme, il était utilisé dans plein d'organisations, qu'elles soient privées, publiques, etc. Et puis en fait que ça avait du sens pour tout le monde, mais qu'en fait ça ne correspondait pas à un territoire qui était délimité, fixe, etc. Donc du coup, clairement identifié. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait justement aller voir, est-ce que cet espace, il était juste socialement vécu, identitairement marqué ou pas? Est-ce que ça faisait juste partie de stratégies de visibilité, d'une certaine pertinence économique, ou donc on a voulu voir justement les usages et les représentations que pouvaient avoir les différents acteurs sur le territoire de Bretagne Sud. Donc du coup, ça nous a amené donc à étudier évidemment les différents types d'acteurs qui étaient présents sur ce territoire. Donc d'un côté, tout ce qui était collectivité territoriale, évidemment tout ce qui était aussi habitants, puisque en tant qu'habitants de Bretagne Sud, on vit ce territoire. Et puis aussi évidemment tout ce qui était organisation, donc organisation au sens large, entreprises, associations, organisation parapublique, ainsi de suite. Donc voilà, donc ça nous a clairement
Oui, là, donc, vous avez un petit peu quelques exemples par rapport au logo. On vous montrera tout à l'heure l'ensemble de ceux qu'on a étudiés. Donc, voilà, donc c'était un petit peu tous les un petit aperçu, de ces différents acteurs que l'on pouvait avoir. Alors clairement, il faut voir aussi que la référence au territoire de Bretagne Sud, elle n'est pas neuve, hein. Elle s'enracine déjà dans des caractéristiques géographiques qui sont importantes, hein, des caractéristiques paysagères, spatiales qui sont communes. D'une part, une douceur du climat, et puis des formes de littoral entre le sud Finistère et puis jusqu'à la presqu'île guérandaise, hein, une forme de toponymie de paysage qui est quand même assez similaire et qui donc se différencie en particulier de la côte nord de la Bretagne, hein. Donc cette topographie-là, ces paysages particuliers, et les caractéristiques climatiques, ça va avoir aussi son importance sur la suite et sur nos résultats, mais ça a eu aussi une importance sur le développement économique de la région, puisque en fait très tôt, et je pense que tu peux avancer parce qu'on va voir les régions clémentelles là, donc en fait très tôt la pêche, la configuration du littoral a permis le développement de petits villages de pêcheurs et donc d'activités halieutiques. Mais ça, je remonte très loin dans le passé. Je ne suis pas historienne, je pense que Christophe Sereno pourra en parler 10 fois mieux que moi. Donc les activités halieutiques caractérisent vraiment ce territoire et la pêche et l'agriculture ont structuré l'économie du sud de la Bretagne et notamment avec le développement des conserveries, etc. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut aussi voir les premières appellations de cette Bretagne Sud qu'on retrouve avec les régions clémentelles, hein. Clémentel, c'était, pour mémoire, c'était le ministre de l'économie au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et donc, il a voulu instaurer des régions économiques en se basant sur des solidarités existantes. Et donc, il apparaissait une région un peu Bretagne Sud. Et ça s'est développé ensuite par la suite dans les années 2000, pour contrebalancer un peu la métropolisation naissante entre Brest, Rennes et Nantes. Donc il y a eu un peu une volonté, notamment de la part de Jean-Yves Le Drian, de faire une aire métropolitaine Bretagne Sud qu'on doit avoir. Je pense que si tu as, il me semble qu'on doit l'avoir après, oui voilà. Donc avec une région économique que là vous avez identifiée à droite sur la diaporama, donc avec 3 zones d'emploi, hein. À gauche, on a aussi une région, c'est la dernière définition des pays touristiques du comité régional du tourisme, hein. Donc vous avez aussi une zone un peu identifiée sur ce territoire Bretagne Sud. Mais donc vous voyez, il y a des différences entre les deux. Donc on voit bien qu'il y a toujours ce flou là qui existe sur une dénomination existante et qui ne concorde pas avec une aire géographique précise. Donc voilà. Donc on va vous présenter rapidement là maintenant plutôt les résultats des différentes enquêtes qu'on a menées, parce que donc on avait interrogé nos différents acteurs. Donc Leïla, là, je vais te laisser la parole pour que tu présentes l'enquête particulière. Voilà. Ensuite, on présentera rapidement communes et organisations. Voilà. Et ensuite, on passera au logo des entreprises, des organisations en fait. Donc concernant cette enquête auprès des particuliers, en fait la question était de savoir comment était perçue la dénomination Bretagne Sud, à quoi ça faisait référence. Et donc c'était une étude exploratoire que nous avons menée sur la connaissance des dimensions cognitives. Quand je vous dis Bretagne Sud, vous pensez à quoi?
est-ce que vous appréciez, comment vous la percevez, qu'est-ce que vous ressentez comme émotion, donc la dimension affective, et ensuite sur les dimensions comportementales, c'est est-ce que vous l'utilisez, voilà, est-ce que ça vous sert à quelque chose, donc c'était pour voir un petit peu, cerner un petit peu ces comportements. Donc on a mis en ligne un questionnaire, donc en 2016, hein, et donc on a essayé d'analyser, d'interroger donc des individus de diverses provenances, mais essentiellement, bien sûr, Bretagne et Bretagne Sud aussi également. Donc voilà, et on a obtenu 245 réponses à traiter validées. Voilà, donc on va juste vous montrer très rapidement quelques résultats de cette première étude. Donc, quand on vous dit Bretagne Sud, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? En fait, ce qui vient très spontanément, sont les éléments qui relèvent de l'identité physique du territoire, donc la géographie, Morbihan, Golfe, Bretagne, les villes, Vannes, Lorient, Quiberon, Quimper, le littoral également, donc mer, côte, océan, plage, etc. Et ces termes aussi également révèlent un petit peu les éléments d'hospitalité également qui est perçu et ressenti comme le climat justement, le soleil, la chaleur. Et puis on a aussi des référents liés aux couleurs comme le bleu, le vert, le turquoise, le gris. Voilà, donc en termes évoqués, en fait on a également des termes liés au dynamisme identitaire culturel breton. La culture bretonne, voilà, les cidres, les crêpes, etc., quelques loisirs, etc. Donc des connotations également très positives liées à cette dénomination Bretagne Sud. On a des mots tels que beau, agréable, vivant, exceptionnel, luxuriant, doux, naturel. Enfin, vraiment quelque chose de très, très positif. En allant un petit peu plus loin dans les analyses, on voulait effectivement savoir qui utilisait cette dénomination et qui ne l'utilisait pas. Donc 42% donc des personnes interrogées l'utilisaient pour essentiellement situer géographiquement, se situer au niveau professionnel ou au niveau donc personnel. Donc l'idée c'était vraiment voilà, une utilisation très claire pour exprimer ce lieu de vie, dynamique également. Et aussi également en lien, enfin c'est un terme qui est utilisé en situation d'interaction sociale, essentiellement, donc en relation avec l'autre. Ceux qui ne l'utilisent pas, oui, alors ceux qui l'utilisent effectivement sont plutôt âgés de plus de 39 ans et de plus de 60 ans, et résident dans le 56 en particulier, parce qu'on a effectivement interrogé des personnes voilà, des autres départements bretons. Et ce sont essentiellement ces personnes qui utilisent évidemment cette dénomination, et ce sont des résidents de plus de 10 ans également en Bretagne Sud qui utilisent cette dénomination. Ceux qui ne l'utilisent pas, 58%, donc n'ont pas l'habitude de le faire, ne voient pas pourquoi l'utiliseraient, sont plutôt récents, en fait ils ont moins de 3 ans en Bretagne, sont plutôt jeunes, et donc n'apprécient pas l'idée d'une division, d'une frontière, d'un espace délimité. Pourquoi Bretagne Sud? Il y a la Bretagne, et pourquoi parler de Bretagne Sud? Donc voilà, plutôt une attitude plutôt négative et vraiment plutôt contre. Voilà pour l'enquête très rapidement sur cet échantillon donc de particuliers. Donc moi je vais vous présenter un peu les résultats de l'enquête préliminaire qu'on avait menée auprès des communes. Donc c'était, on avait pris toutes les communes du Finistère, du Morbihan et du 44, donc 145 communes. Bon, c'était une enquête préliminaire et depuis ça a été complété cet hiver avec les collègues. On a mené des entretiens avec les politiques, avec les responsables, avec des maires, avec les responsables d'agglomération et des agglomérations concernées par la zone. Donc clairement, il y avait 3 questions clés que vous retrouvez là. C'était très simple, hein. On avait demandé s'ils considéraient que leur commune était située en Bretagne Sud. On leur avait demandé aussi quels étaient les termes qui étaient associés au vocable Bretagne Sud, et puis s'ils utilisaient ce terme-là dans leurs outils de communication. Donc on avait passé le questionnaire par Internet, on avait dû relancer un petit peu. Bon, on était arrivé à des répondants, enfin pas mal de réponses. Alors
peu en Loire-Atlantique au départ, là, on a complété depuis, mais bon, en fait les communes qui ont répondu étaient aussi celles qui se sentaient le plus concernées par la question. Hein. Donc voilà, oui, juste pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Oui, donc tu as mis directement celle-là, mais c'est très bien. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc vous voyez un petit peu là en vert, donc c'est les communes qui se déclarent comme étant situées en Bretagne Sud, et en rouge celles qui pensent ne pas l'être. Donc, bon, c'est assez, vous voyez, bon, il y a des zones, il y avait des communes qui n'ont pas répondu, hein, même si elles ont reçu le questionnaire. C'est pour ça que les zones grises que vous avez, c'est ça. Donc, on voit quand même nettement une certaine délimitation du territoire entre le rouge et le vert, hein, avec des exceptions, hein, comme dans le Finistère, là, la tache rouge que vous avez, c'est comment ? C'est plus Nuremberg, je crois, il me semble. Hein. On avait, donc voilà, on avait des exceptions, mais bon, ça nous donne une limite, et c'était assez intéressant. Donc, oui. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir ici Ancenis. Oui, voilà. Ça, c'est vraiment intéressant. Ceux-là se déclarent, enfin, se sentent appartenir. Et donc, vous voyez jusqu'où ça va. Il y avait des communes qui ont... très au sud, hein, en Loire-Atlantique, qui ont répondu positivement comme se considérant en Bretagne Sud. Hein. Voilà. Donc ça nous a quand même interpellés dans cette zone-là qui se délimitait. Donc du coup, ce qui était intéressant aussi de voir, c'était les termes qui étaient associés à Bretagne Sud. Donc il y avait quand même quelques petites différences avec les résultats auprès des habitants, puisque on avait d'abord, et ce que vous voyez en premier en haut là, on avait évidemment d'abord des termes qui étaient liés avec des réponses d'ordre administratif, c'est-à-dire que les gens, ils associaient, les communes, elles associaient Bretagne Sud vraiment à la région Bretagne, au département, et puis aux villes qui sont présentes sur le territoire. Normalement, on avait... on retrouvait Quimper, par exemple, Quimperlé, Lorient aussi, beaucoup, Vannes, hein, qui arrivaient les premières villes qui étaient nommées au départ. Ensuite, le deuxième regroupement sémantique, puisqu'on avait classé un peu comme ça les choses, donc on avait une localisation évidemment très forte entre le sud et le nord. Hein. Donc c'était vraiment pour se positionner au sud de la région Bretagne. Il y a la présence du golfe, du Morbihan, qui était importante. Et puis, l'aspect aussi, beaucoup de références à l'aspect géophysique du territoire, son aspect naturel, ses paysages, hein, beaucoup de références aux vallées, aux forêts, à la rivière, etc., qui revenaient. Et puis, alors, en troisième position, troisième regroupement sémantique très fort, c'était la présence du littoral. Hein. Donc la mer, avec les côtes, etc., arrivait de façon très importante. Et puis les activités ensuite présentes sur ce littoral, donc activités nautiques, activités de tourisme et de loisirs, donc évidemment qui revenaient de façon assez importante. Alors ce qui nous a un peu surpris, donc je ne sais pas si vous arrivez à lire parce que c'est vrai que c'est un peu petit, mais donc les 5 premiers champs là, c'était en pourcentage, c'est ce qui revient de façon le plus importante. Et on avait été assez surpris à l'époque que les champs sémantiques autour de la culture et de l'identité bretonne, arrivaient très, très loin au niveau chiffres. Et en particulier sur le positionnement identitaire autour du régionalisme, des différences culturelles, etc. Il y avait peu de choses. Alors, à noter quand même la dernière dimension qui était quand même importante, c'était tout ce qui avait attrait à la vitalité et au dynamisme du territoire que les communes associaient facilement au terme de Bretagne Sud. Donc voilà, là c'était la première chose. Et puis on leur avait demandé à ces communes si donc elles utilisaient le terme de Bretagne Sud dans leur communication. Et
donc déjà, ce qui nous avait surpris, c'est que, là, c'est pas au tableau, mais c'est qu'il y avait peu de communes qui utilisaient le terme, très très peu, alors qu'elles se déclaraient bien en Bretagne Sud, mais elles utilisaient très peu le terme, et qu'il y avait des grandes différences entre celles qui l'utilisaient, donc, et puis celles qui ne l'utilisaient pas, et dans la façon à quoi ça connotait en fait ces références. Et là, donc, on avait fait une partition par département pour voir un peu ce que ça donnait. Ce qu'on avait remarqué, c'est que clairement, dès qu'on... Alors, je ne sais pas si c'est pas la... Non, ça doit être ça. Parce qu'il y avait une diapo après, mais bon, on verra. Ce qui était clairement visible, c'est que plus on montait au nord, plus il y avait de la part des communes une volonté un petit peu de, je dirais presque un objectif, presque marketing, de vouloir montrer que c'était le nord de la zone, le Finistère Sud, mais on était quand même dans le sud de la Bretagne, hein, donc il y avait cette volonté un peu de se rattacher au sud de la région. Et puis, ce qui était très intéressant aussi de voir, c'était au niveau de la Loire-Atlantique, l'effet inverse, c'est-à-dire que eux, ils sont administrativement hors de la région, et donc une volonté marquée de, eux, se rattacher à la Bretagne. Donc là, et clairement, quand on opposait les deux, voilà, on avait cette différence très, très claire entre les deux. Et donc avec des petites variables, mais bon, on va passer là-dessus. Et aussi beaucoup de références en termes de connotation au niveau de la douceur, du soleil, avec des objectifs quand même assez marqués quand ils utilisaient dans leurs outils. Vous voyez la différence là, quand ils utilisaient le oui dans leurs outils, donc un objectif voulu de notoriété du territoire, hein, d'image, de représentation du territoire, chose que ceux qui n'utilisaient pas dans les outils, au contraire, c'était vraiment un positionnement géographique uniquement. Voilà, Bretagne Sud, c'est là. Et point final, il n'y avait pas de connotation et ça donnait des résultats assez peu significatifs, notamment sur la Loire-Atlantique. Donc voilà, c'était un peu ce qu'on avait. Donc ensuite, troisième enquête qu'on a pu réaliser, c'est l'enquête organisation et on l'a placée volontairement là parce qu'elle va nous servir aussi pour la suite. Donc l'enquête organisation, on a identifié 192 organisations sur le territoire qui utilisent le vocable Bretagne Sud. Alors 192, c'est au sens large parce qu'il y en a même une ou deux, elles sont à Paris. Hein. Donc bon, il y a des entreprises sur Paris qui ont dans leur propre dénomination le terme Bretagne Sud. Bon. Donc voilà. Alors on n'a pas utilisé le logo, enfin on n'a pas étudié leur logo. Ouais. On s'est focalisé plutôt sur des organisations qui étaient sur notre territoire. Mais donc voilà, on a sélectionné, on a fait un échantillon provisoire de 11 entreprises, 14 associations. Et puis, il y a donc eu 25 entretiens réalisés avec une démarche plutôt sociologique, puisque c'était une collègue de sociologie hein, qui a réalisé ces entretiens avec un guide d'entretien, donc pour aussi travailler sur l'appellation Bretagne Sud et de voir comment les organisations pouvaient percevoir cette appellation. Donc, clairement, là, oui, on aurait pu mettre ça tout à l'heure. Donc là, c'est la localisation de ces 192 organisations qui ont dans leur appellation le terme de Bretagne Sud. Donc, vous voyez clairement quand même un effet 4 voies, hein, c'est la 4 voies qui passe en rouge, là. Clairement marqué et un positionnement aussi clairement littoral de ces organisations qui utilisent le terme Bretagne Sud. Donc voilà, donc voyons un peu plus dans le détail qu'est-ce qui relève de leur réponse. Donc clairement, premier constat, c'est que la Bretagne Sud, c'est avant tout un outil d'identification. Il est associé à des fonctions de notoriété.
son usage doit avant tout permettre de localiser l'entreprise ou l'association. Et cette localisation, elle se fait à des fins informatives, économiques, touristiques. Mais en tous les cas, elle va permettre aussi de renforcer la réputation de l'organisation. Donc ça, c'est le premier point. Comment là, alors on vous a volontairement, on a mis des extraits des verbatims des entretiens, c'est-à-dire qui nous semblaient assez pertinents, enfin parlants, pour illustrer ces résultats-là. Ça se vérifie évidemment dans d'autres entretiens. Donc ce qui est clair aussi, c'est les connotations positives qui sont associées au terme. Hein. Il y a un effet, l'appellation profite d'un effet un petit peu d'accumulation entre le terme de Bretagne et le terme de Sud. Donc c'est Bretagne plus Sud, donc ça s'ajoute, donc ça fait vraiment des connotations amélioratives et ça permet de renforcer l'effet attractif du territoire, Bretagne plus Sud. Et donc là vous voyez très bien sur l'entreprise décrite dans le deuxième, dans l'entreprise B d'ailleurs, qui est assez pertinente de ce point de vue-là, l'entreprise D également. Donc voilà. Ensuite, autre résultat marquant, c'est que l'appellation de Bretagne Sud, elle permet aussi d'élargir le domaine d'activité de l'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que la présence du terme Bretagne est centrale. Mais le fait de mettre cette appellation Bretagne Sud, ce flou qu'il y a dans la dénomination, ça permet d'élargir le domaine d'activité et la sphère un peu de rayonnement de l'organisation. Au lieu de la localiser à un endroit très précis, ça lui donne une aire plus large en fait. Et les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, hein, elles entretiennent ce flou parce que ça leur permet d'avoir une aire de diffusion plus large. Ça, c'était un constat qui était fait, et de trouver un équilibre entre le local, le régional, le national. Bon, on ne se positionne pas trop en fait. Hein. Donc il y avait ce caractère mouvant des frontières qui permettait d'être précis sans l'être vraiment en fait. Hein. Et puis, donc, ça permettait d'élargir la zone d'intervention, comme on l'a dit. Donc, dernière chose aussi qui était important, c'est les objectifs de reconnaissance externe et de reconnaissance interne. Clairement, si l'appellation elle est dans un vocable qui est tourné vers l'extérieur, prenons par exemple un camping. Eh bien, là, le terme Bretagne permet évidemment la reconnaissance à l'externe et puis en même temps d'avoir les connotations liées au sud. C'était l'exemple, là vous voyez, du Finistère, là, le premier verbatim que vous avez qui était justement un camping, là c'est pas marqué. Et puis par contre, si l'appellation n'était pas tournée vers l'extérieur, mais plutôt des activités qui étaient plus liées au territoire, plutôt en interne au territoire, là comme un lycée par exemple, eh bien là l'appellation était vraiment très neutre. Hein. Il n'y avait pas de connotation comme ça. Puisque le public était captif. Donc aussi, autre point, c'était aussi cette reconnaissance interne qui était liée au type d'activité souvent. Par exemple, des activités nautiques, eh bien forcément, là, il y a un positionnement sur le territoire, un positionnement nord-sud, un positionnement littoral. Donc on utilise le vocable pour aussi en reconnaissance interne, on est là, on est sur le territoire littoral de Bretagne Sud. Donc voilà, c'était important. Donc peut-être un peu justement en bilan de cette enquête organisation, clairement, on a remarqué donc, que cette appellation Bretagne Sud, elle fonctionne parce que justement, elle n'est pas définie en fait. Et qu'elle
elle est précise, parce que Bretagne Sud, bon quand même, on sait, mais pas tant que ça, parce qu'elle n'est pas identifiée, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite claire. Elle est connue, mais pas trop. Elle est répandue, mais pas énormément non plus. Il n'y a pas tant que ça d'organisations qui font référence. Et puis elle est bretonne, mais pas trop non plus. Parce que, donc il y a ce côté imprécis, ce côté entre deux, informel, indéterminé, qui va en fait lui donner toute sa force, parce que les organisations s'appuient là-dessus pour développer leurs activités économiques, leur image, leur notoriété. Donc voilà, c'était important. Et donc on était un peu arrivé à ce constat-là, c'est que son institutionnalisation, si on décidait aujourd'hui de faire une marque Bretagne Sud, eh bien, nuirait justement à cette efficacité, parce que si on fait une marque, il faut qu'on la délimite géographiquement. Et donc déjà, il y aurait des mécontents, notamment dans le sud je pense à Pornichet par exemple, où il y a des entreprises qui ont cette appellation. Ça exclurait. Ça serait très excluant, puis ça ne fonctionnerait pas tant que ça, même pour des entreprises qui pourraient bénéficier de cette marque Bretagne Sud qui se positionnerait sur le territoire. Donc voilà. Donc un petit bilan, une transition avant que je laisse la parole à Leïla par rapport à notre étude sur les logos. Donc quand on a comparé un petit peu les résultats des 3 enquêtes, ce qui apparaît clairement, c'est que on a cette évidence géographique. Si je vous dis Bretagne Sud, voilà, vous voyez à peu près où c'est. Mais quand il s'agit d'en déterminer les contours, c'est déjà beaucoup plus hasardeux. Des connotations qui sont très positives, qui est associées au terme de Bretagne Sud. Une utilisation claire de la Bretagne Sud comme un outil marketing vers l'extérieur, notamment. Et puis aussi, paradoxalement, alors que le terme est identitairement très marqué, si on parle de Bretagne juste, Bretagne Sud, curieusement, identitairement peut marquer les gens à chaque fois, dans tout confondu. On a bien remarqué les gens nous disant non, l'identité, nous on est bretons avant tout, on n'est pas Bretagne Sud, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc c'était clair. Voilà, donc une labellisation pose question, c'est clair, puisqu'elle rentrerait aussi directement, notamment au niveau organisationnel, avec des marques qui existent déjà, la marque Bretagne et la marque Produit en Bretagne, qui sont quand même clairement reconnues. Et puis, en même temps, on a cette fameuse logique pour contrebalancer les effets de la métropolisation, là, qui deviennent de plus en plus, avec le poids que prend Nantes et Rennes, notamment en termes de métropole, en termes de poids économique. C'est vrai que les acteurs politiques, économiques, ont envie aussi de mutualiser un peu l'effort sur les 3 villes, Lorient, Quimper, et Vannes, et donc de s'unir, de mutualiser les moyens et d'essayer de dynamiser le territoire face à cela. Et est-ce qu'on fera un pôle métropolitain ou pas? C'est un peu la question. Et qui dit aussi pôle métropolitain, comme le pôle lorrain par exemple, dit aussi constitution d'un nom, d'une marque, etc., d'une stratégie aussi de notoriété, d'attractivité du territoire. Donc voilà, donc là tout est un peu la question. Donc c'est par rapport à toutes ces logiques-là d'image et de labellisation aussi. Et en étudiant, quand on avait fait le panel des organisations, on avait remarqué les logos de toutes ces organisations, publiques, privées, associatives, etc. Et avec Leïla, c'est comme ça qu'on s'était dit, quand même, ça serait hyper intéressant de travailler sur les logos, parce que ils sont très différents et il faut fouiller, quoi. Bon, ça nous avait interpellés toutes les deux. Donc voilà, donc je lui laisse la parole. Fouillons. Alors justement, donc là, il sera question de fouiller un petit peu la question, justement pour savoir si il y a un usage, un intérêt ou non à effectivement poser le terme Bretagne Sud sur un logo. Donc la problématique, elle est simple en fait en ce qui nous concerne. C'était finalement en quoi le design du logo de ces organisations-là, manifestant donc une volonté quand même d'identification territoriale, géographique,
pourrait être spécifique? Est-ce qu'elle est particulière par rapport à d'autres dénominations? Et est-ce que finalement ce design peut avoir une influence sur des comportements de consommateurs ou divers publics concernés par l'organisation en tant que telle? Donc l'objectif vraiment de cette recherche, clairement, c'est d'explorer en quoi le design du logo des organisations présentes sur ce territoire, donc de Bretagne Sud, est spécifique et en quoi est-ce qu'il peut avoir un impact sur les attitudes des divers publics concernés, comme je le disais. Lorsque on a parlé tout à l'heure des 192 organisations identifiées sur le territoire Bretagne Sud, en tout cas qui s'identifient dans leur dénomination comme qui inclut donc dans leur nom même Bretagne Sud, on a un petit peu juste exploré les activités, les domaines d'activité de ces entreprises, de ces 192 entreprises. Donc on voit que ce sont des activités diverses. Pas mal dans l'immobilier, évidemment, beaucoup dans la construction, donc les travaux, la maintenance, l'isolation, voilà, ce sont vraiment des domaines assez techniques finalement, des organisations aussi liées à des services à la personne, aux services de santé également. Et on a également des activités liées au sport. Donc voilà en fait pour une description très sommaire des domaines d'activité de ces entreprises-là. Et donc nous, notre questionnement s'articulait autour des quelques entreprises qui utilisent dans leur logo Bretagne Sud. Donc voilà, donc ça exclut quand même beaucoup d'autres entreprises de Bretagne Sud qui s'appellent aussi Bretagne Sud, mais qui n'incluent pas dans leur logo cette dénomination. Donc de cette question centrale de recherche, en fait on en a 4 à vrai dire. Donc la question, c'est déjà, première question, c'est est-ce que finalement le logo a un rôle? Est-ce que le design du logo caractérisé par ce marquage territorial, géographique, est-ce qu'il joue un rôle dans l'élaboration de la relation de l'organisation avec ses divers publics? Donc quelle est vraiment l'intention même de l'organisation? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est stratégique? Donc quel est ce rôle en fait du logo? Est-ce que aussi on peut identifier une typologie des logos, donc caractérisée par la présence de cette dénomination Bretagne Sud dans le visuel du logo? Donc est-ce qu'il y a une spécificité de ces logos? Est-ce que vraiment ils sont distincts? Est-ce qu'on peut identifier une sorte de classification? Autre question de recherche, c'est comment ces logos sont perçus, évalués par les publics concernés. Et enfin, la question est de savoir est-ce que ces logos ou la perception de ces logos a une influence quelconque sur les publics concernés, donc notamment des consommateurs. Alors c'est sûr que si je vous pose la question, je vous dis est-ce que vous avez déjà remarqué des logos qui incluaient l'intitulé Bretagne Sud? Alors peut-être oui, peut-être non, c'est pas évident. Après, est-ce que vous pensez que ça vous a influencé d'une façon ou d'une autre? En fait, il y a énormément de recherches sur l'impact des logos sur le comportement des consommateurs qui montrent effectivement que là, on est sur des problématiques d'identité. C'est-à-dire que l'identité, vous le savez, c'est à la fois ce qui nous distingue et ce qui nous fait appartenir à un monde commun. C'est l'intériorité et l'extériorité. Donc, j'exprime en fait à l'extérieur ce qui me concerne profondément. C'est effectivement un ensemble d'éléments tangibles très concrets. Donc, un lieu, par exemple, exprime cette identité, des produits, des choses très très concrètes, mais également des éléments intangibles comme des valeurs. Et de cette réflexion sur l'identité, on parle d'identité corporate, c'est-à-dire l'identité d'une entreprise qui est amenée à exprimer ses valeurs, ses missions, ce pourquoi elle existe, sa vocation et sa culture. Et donc, il y a vraiment beaucoup de recherches depuis les années 70 sur l'identité corporate et notamment sur le logo en tant qu'élément visuel exprimant cette identité. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'intéresse, que cette recherche en fait explore. Et donc si on parle de logo, en fait c'est un terme qui vient du grec en fait avec le terme logos qui signifie le discours et qui vient aussi de l'anglais type qui veut dire la typographie. Donc en fin de compte, c'est l'empreinte de la parole.
Et cette empreinte, elle est marquante, elle est censée être vraiment, véritablement marquante. C'est également défini comme étant le symbole formé d'un ensemble de signes graphiques qui représentent de manière spécifique et permanente une marque, un produit, une institution. Donc c'est un symbole au départ. Et pour une identification plus aisée, on peut lui associer évidemment un nom. Donc le logo, c'est un symbole, un nom. Avec ou non, non, ça peut être que le symbole, la virgule de Nike, ou bien ça peut être effectivement un objet, quelque chose, voilà, un signe, plus un nom clairement exprimé, en extension ou sous forme de sigle. Donc voilà, donc ici, nous, en ce qui nous concerne, c'est vraiment la géographie, hein, c'est l'intitulé Bretagne Sud en tant qu'extension de ce symbole. Donc évidemment, lorsqu'on s'intéresse au rôle du logo dans cette problématique d'identité de marque de l'organisation à ancrage territorial, Bretagne Sud, eh bien, il est question bien sûr de s'interroger sur le positionnement. On sait que finalement le logo va exprimer le positionnement voulu hein, de l'entreprise. Donc on est censé, à travers un logo, exprimer une partie de soi. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Quel est le message qu'on veut transmettre à l'extérieur? C'est une première appréhension de l'offre, c'est-à-dire que lorsqu'on ne connaît pas la structure, lorsque vous voyez le logo, on sait aujourd'hui que le logo peut avoir une influence sur la perception même de l'entreprise, dans ses dimensions ouverture, accueil par exemple, confiance essentiellement aussi. Donc quand on a une méconnaissance, on n'a pas de connaissance sur l'entreprise, le logo peut être un lien, peut servir de lien justement pour appréhender éventuellement son offre de produits, de services. Et effectivement, le logo doit donner à percevoir ce qui sera proposé. Donc, lorsqu'on ne connaît pas, eh bien, c'est une première approche, c'est le lien. Et ce logo, eh bien, il se définit par un ensemble de caractéristiques qui sont censées exprimer l'identité même de l'organisation. Autre dernier volet sur la réflexion au niveau de cette problématique finalement, c'est finalement ce logo, quel est son impact sur les réponses des consommateurs? Alors, la littérature en esthétique expérimentale, en gestion, en gestalt, en théorie de l'information, par exemple, en psychologie cognitive, beaucoup de champs théoriques, en fait, ont bien sûr abordé cette question de l'impact de l'esthétique, notamment du design du logo, sur les réponses des publics, en tout cas des récepteurs, donc, que sont les consommateurs. Et donc, on peut identifier trois grands volets de réponses. Les réponses cognitives qui concernent donc les croyances, c'est-à-dire que on perçoit un logo, on a un ensemble de croyances. On pense que l'entreprise est de telle ou telle, par exemple, activité. En fait, on développe un ensemble de théories implicites. Du fait de cette méconnaissance, justement, on va par conséquent utiliser des inférences, des jugements inférentiels, justement, du fait de ce visuel. Donc, il y a vraiment une transmission d'informations à travers cette vision. Effectivement, cette expression donc, de valeurs symboliques secondaires s'adresse directement à l'affect ou l'inconscient. Et le logo permet aussi de développer une catégorisation, une familiarité, c'est-à-dire que vous avez des éléments de reconnaissance, vous allez tout de suite catégoriser cette organisation. Ah oui, elle fait ça parce qu'elle a telle et telle couleur, elle a telle et telle forme. Donc je vais induire une catégorie d'appartenance donc c'est une réponse cognitive intéressante au design. Et donc on essaie de comprendre et donc on va faire des rapprochements. Voilà. Les réponses affectives concernent nos affects. Qu'est-ce qu'on ressent quand on regarde un logo? Est-ce qu'on est ému? Est-ce que ça développe une excitation, au contraire une indifférence totale, ou au contraire du plaisir, ou l'inverse? Et puis, est-ce que ça induit aussi un sentiment de confiance, ou au contraire de méfiance aussi, hein. Donc, ça, ce sont des recherches vraiment qui ont montré vraiment des effets intéressants. Et enfin, donc, quel est l'impact du logo sur des réponses comportementales dans le sens approche ou évitement? C'est-à-dire, je suis attirée par l'entreprise, je veux bien rentrer. Ou alors non, je ne rentrerai surtout pas parce que le logo ne m'inspire pas. Et c'est réel. Donc, il y a vraiment des recherches qui montrent ces effets réels sur les comportements. Donc, nous, dans notre problématique, on essaie de voir un petit peu, finalement, qu'est-ce qu'il en est du Bretagne Sud sur le logo et son impact sur les comportements.
Et enfin, dernière question qui nous concerne aussi, c'est est-ce que finalement, nous consommateurs, le fait par exemple d'être ancrés sur un territoire, le fait d'être attaché ou en tout cas d'avoir ce sentiment d'appartenance au territoire, est-ce que ça va influencer sur notre appréciation du logo Bretagne Sud? Est-ce que ça va créer une proximité? Oui ou non? Alors c'est intéressant aussi de s'interroger sur justement le rôle de ce sentiment d'appartenance donc, et peut-être cet impact-là sur le fait d'avoir une approche positive, on va dire, envers l'organisation, donc parmi les multivariables qui peuvent influencer les comportements. Très rapidement, et là je vais passer là-dessus, c'est juste pour vous montrer un peu le modèle théorique qu'on a mis un petit peu en place, qu'on a formalisé. Et là, voilà, on est parti sur quelques années de recherche. Mais non, en fait, c'est vraiment juste pour dire que voilà, on essaie de formaliser un petit peu les concepts. Et puis, dans chaque bloc, il y a 4 blocs, on va dire, 4 champs théoriques. Dans chaque champ théorique, il y a beaucoup de recherches qui étudient un petit peu ces questions-là. Mais vraiment, nous sommes les seuls à nous interroger sur le cas, qu'est-ce qu'il en est de l'impact du Bretagne Sud dans le logo. Donc voilà. Bien, on arrive au vif du sujet maintenant, il est temps. Par rapport à notre étude exploratoire, alors il faut bien voir, là, on vous a mis les logos étudiés, les 32 logos qu'on a sélectionnés. Alors on est vraiment dans le cadre d'une étude exploratoire parce qu'on compte bien étudier les 192. Mais là, on en a sélectionné quelques-uns. Déjà ceux qui faisaient partie des entreprises interrogées dans la précédente enquête. Et puis là, on a décidé aussi de prioriser les entreprises là qui ont dans le logo, donc dans la forme, vous voyez, le terme de Bretagne Sud. Parce que vous avez aussi des entreprises qui portent le nom de Bretagne Sud dans leur nom d'entreprise, mais le logo est juste une image et il n'y a pas, où il y a le nom de l'entreprise, mais il n'y a pas le terme de Bretagne Sud. Donc on a décidé de prendre ces logos-là qui intègrent le terme de Bretagne Sud, donc avec une variété d'entreprises clairement et de services. Vous voyez plutôt en haut à droite. Ah bah tu es déjà. Ah, pardon. Non, c'était juste sur la carte. C'était rapidement pour montrer parce que pour présenter, on n'a pas vu beaucoup d'images. Donc vous voyez des services plus en lien avec le tourisme, comme vous avez Bretagne Plein Sud, Arc Sud Bretagne ou l'Orient Tourisme. Ou Morbihan, l'Esprit Sud de la Bretagne. Ça, c'est des logos des organisations publiques touristiques, des services et des organisations en santé. Normalement, on devrait, voilà, au milieu ici, vous avez le Centre hospitalier de Bretagne Sud. Et puis aussi des entreprises, Bretagne Sud Moto, Pigeon Bretagne Sud par exemple. Là vous voyez le logo à gauche avec la cocarde là. Qui est une entreprise de bâtiment. Une entreprise de transport. C'est du transport. Donc voilà, on avait et puis des associations et comme le CRC là, c'est la conchyliculture. Donc voilà, vous avez donc toute une gamme de logos. Donc, on peut passer à la diapo, voilà. Et donc, on a vraiment des activités clairement représentées. Je ne vais pas revenir dessus. C'est vrai que là, on avait, c'est un peu le hasard, mais là, vous avez une forte représentation des entreprises touristiques, mais parce que donc on avait pris les logos des organisations publiques touristiques, et puis en plus se rajoute une entreprise de camping-car, des campings, un hôtel. Donc du coup, ça fait gonfler le terme tourisme dans votre. Ceci dit, là vous avez aussi une représentation dans le fromage là avec le privé, public et associatif. Donc il y a quasiment la moitié des entreprises sont des entreprises privées. Donc c'est assez important. Et donc là en bas à gauche, c'est plutôt la destination, leur positionnement. Donc soit vers des particuliers, vers des individus comme vous et moi, soit plutôt du B2B, vers des professionnels, soit avec une communication qui va être plutôt et des activités qui vont être plutôt internes au territoire ou externes au territoire, et parfois les 4 à la fois. Si on reprend
les organisations publiques touristiques, elles sont les 4 à la fois. Elles offrent du tourisme d'affaires pour les entreprises. Elles s'adressent aux touristes et elles sont à la fois en interne au territoire et externe au territoire. Donc voilà, on peut très bien avoir les quatre volets. Donc voilà. Alors après, ce qui nous apparaît au niveau des résultats, clairement, c'est que la majorité des logos, là, alors on avait exclu ce qui était purement image, purement icône. Mais donc, ce qui apparaît dans ceux qu'on a étudiés, c'est que la plupart des logos sont mixtes. C'est-à-dire qu'on a à la fois du linguistique et de l'image. Et donc, vous avez un peu moins au niveau linguistique, 19% quasiment. Voilà, donc 80% utilisent les deux, l'icône et le texte. Donc, par rapport à la forme globale de ces logos, ce qui apparaît clairement là en bleu, c'est que les logos utilisent au moins 3 formes dans leur composition, en plus du linguistique. Donc, du coup, et ces formes, peut-être si on va montrer l'échelle. Donc, ces formes, elles sont plutôt rectangulaires. C'est ce qui ressort, assez large, horizontale, de grande taille et elles sont caractérisées plutôt comme étant des formes assez harmonieuses, assez équilibrées. Donc globalement, les logos, alors qu'ils sont extrêmement variés, on a un peu de ces caractéristiques-là qui apparaissent. Alors en fait, les petites notes que vous voyez sur la droite représentent une note sur 5. C'est-à-dire que, en fait, il est question de jauger est-ce qu'elle est rectangulaire ou pas. Donc sur une échelle de 5, allant de 1, donc pas du tout rectangulaire, à 5, tout à fait rectangulaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut donc lire un petit peu ces résultats. Ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on fait une analyse factorielle sur ces formes, donc sur les formes utilisées, c'est-à-dire c'est une représentation synthétique de cette information, puisqu'en fait on a donc pas mal d'échelles, de mesures. Il s'agit d'avoir une représentation synthétisée. Ce qui est très intéressant, c'est que donc on peut dégager donc 5 grandes dimensions concernant la forme, juste l'élément forme. Donc on a la petite taille rectangulaire, la verticalité, angularité, la largeur, rondeur du logo, de la forme, l'harmonie, équilibre, et puis la dimension angularité. Quand on voit un petit peu le graphique ici, on voit donc 2 axes qui se croisent et qui opposent bien en fait les formes de grande taille plutôt anguleuses, rectangulaires, des formes plutôt petites, larges, horizontales. Donc on voit bien les axes en fait qui vraiment permettent de bien représenter finalement cette diversité des logos sur ces critères-là. Et voilà, puis les critères d'équilibre, d'harmonie qu'on retrouve aussi. Sachant juste pour bien expliquer, les petits carrés verts, ce sont les logos, d'accord ? Qui sont visualisés, donc qui se placent là sur... qui sont positionnés, mais c'est vrai qu'on n'a pas, malheureusement, on n'a pas eu le temps de les représenter. Voilà, donc, et puis d'une façon générale, dans la forme, c'est vrai que ce sont des éléments qu'on étudie en général, c'est la répétition des éléments, donc là il y a peu de répétition, elle est proportionnée, donc ça ce sont vraiment des critères, on va dire, d'analyse qui sont proposés par des chercheurs qu'on reprend, voilà, et puis les lignes ne sont pas si parallèles, il n'y a pas vraiment de grandes lignes parallèles, voilà. Donc, concernant la couleur. Oui, concernant la couleur, donc vous voyez en vert, ce sont les logos qui utilisent 3 couleurs, au moins 3 couleurs, et puis donc en violet, 4 et plus. Donc vous voyez qu'on a quand même des logos qui sont relativement colorés, on va dire, avec l'emploi de plusieurs couleurs, donc avec des dominantes, clairement du bleu qui est utilisé, beaucoup de blanc aussi, donc des couleurs assez claires, assez froides, toujours avec cette échelle de variables dont Leïla parlait tout à l'heure, et puis une harmonie dans les couleurs, on n'a pas de choc violent, donc on a une harmonie dans les couleurs, une certaine sobriété aussi dans les logos. On ne va pas avoir des logos forcément hyper tape à l'œil non plus. Voilà, c'est ce qui vraiment apparaît. Une caractéristique, alors que si on remettait la diapo avec tous nos logos, vous voyez qu'en apparence, on a une diversité énorme.
on ne croirait pas comme ça qu'il y a des caractéristiques qui peuvent ressortir. Voilà. Donc je te laisse peut-être expliquer. Et donc effectivement, lorsqu'on synthétise cette information concernant la couleur cette fois, donc effectivement ce qui ressort c'est le caractère sobre de la couleur qui est utilisé dans les logos donc, des organisations qui utilisent Bretagne Sud dans leur logo. Donc le bleu, clair et foncé, donc ça dépend effectivement, il y a un petit peu les deux parfois. Deuxième dimension, c'est le gris qui est utilisé, donc la complémentarité des couleurs également, plutôt pas foncé. Ensuite, troisième dimension, plutôt couleur chaude, vert, bon, il y a le vert aussi effectivement qui ressort. Il y a une dimension noire et il y a une dimension blanc. Voilà, et puis il y a une dimension couleur froide. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est voilà, un petit peu ce qui ressort, on va dire, de ce petit échantillon des 32 logos étudiés. Il y a une petite dominante, des choses qui reviennent, voilà, pour l'essentiel, on va dire, voilà. Donc maintenant pour le texte, ah non pardon, non, c'est par rapport à la signification, un peu de l'ensemble du texte et de la couleur, mais par rapport au sens justement de ces caractéristiques observées. Alors ce qu'on voit, et je commencerai par le texte, c'est que évidemment le texte va avoir une signification informative claire. Hein. On va préciser le nom de l'entreprise, donc la localisation Bretagne Sud, puis souvent l'activité. Hein. Prenons par exemple Bretagne Sud Moto, voilà, donc tout de suite. Donc cette dimension informative est très très importante, hein, à 100%, et puis bon, beaucoup moins sur les autres critères, alors que la couleur, elle va avoir des significations beaucoup plus mixtes. On va retrouver l'information. Donc bon, là pour le coup c'est peut-être pas l'exemple qu'on vous a mis à droite n'illustre pas le propos, mais on va avoir au niveau information de la couleur, on peut avoir un soleil par exemple, on peut avoir donc qui va nous donner ou je sais pas, une vague, donc ils vont nous donner des informations concrètes sur l'activité aussi, sur la localisation de l'entreprise. Un escaladeur. Voilà, oui, voilà, par exemple. Donc on va avoir une signification de la couleur qui va être informative. On va avoir aussi une signification de la couleur qui va être expressive, c'est-à-dire que elles vont provoquer chez nous des émotions, et notamment liées à leur symbolique, hein, aussi, c'est clair. Des significations aussi poétiques, c'est-à-dire plus esthétiques. Hein. L'association des couleurs, donc vont donner souvent des icônes qui sont assez agréables à regarder, qui ont un effet esthétique. Évidemment aussi la couleur, comme si on fait référence aux travaux de Pastoureau par exemple, les symboliques des couleurs sont très très importantes dans n'importe quelle société depuis très longtemps. Elle évolue énormément avec le temps, et donc là on associe des valeurs symboliques claires aux couleurs. Donc là vous voyez par exemple pour Bretagne plein sud, au niveau des couleurs, entre la mer et le sable, bon, c'est la Baule, la presqu'île de Guérande, hein, c'est l'office de tourisme. Donc bon, voilà, on va avoir une signification symbolique et socio-culturelle aussi également. D'accord ? Donc clairement aussi, ce qui ressort, c'est qu'on a un lien entre le texte et le visuel, hein, qui est quand même assez marquant, que ce lien entre la couleur, ce qui est représenté, le texte, va être très pertinent, qu'on va avoir souvent un lien de sens, un lien sémantique entre l'image, les couleurs et le texte, et qu'on va aussi avoir parfois un lien formel entre, si on reprend, je ne sais pas, sur des logos par exemple sur je reprends mon histoire de moto, là, de Bretagne Sud Moto. On a un logo qui est quand même qui représente un motard, qui est sur fond gris, qui est assez sobre, et puis qui va être, qui va être très dynamique, et qui va être un peu rond, avec des formes arrondies, en lien avec les deux roues. Bon, voilà. Donc voilà, on va avoir des liens comme ça qui sont importants entre tout, donc qui renforcent évidemment la pertinence
des logos. Donc Leïla, je te laisse parler. Oui, alors le texte maintenant, effectivement, donc on a analysé le texte en tant que tel, et notamment les caractères utilisés. Donc comment est-ce qu'ils sont, donc on a utilisé une grille d'analyse. Donc d'une façon générale, ces logos sont décrits de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on va observer plutôt des grandes polices d'écriture, une écriture plutôt droite, une écriture plutôt en capitale, pour bien asseoir voilà, une certaine force, en tout cas une idée de force, avec quelques effets relativement originaux et puis des traits épais. Donc on est vraiment sur des caractéristiques très marquées sur ces... Voilà, et plutôt voilà, en largeur également. Donc on a des logos plutôt larges. Voilà, en termes de caractéristiques, en termes de caractères utilisés, caractères d'écriture. Effectivement, également là aussi, si on fait une analyse factorielle, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire cet ensemble de données pour bien identifier des grandes dominances, on va voir donc des caractères plutôt droits, écrits en capitale, une écriture qui n'est pas liée, hein, parce que ça a un sens aussi, hein, une écriture liée ou pas liée, donc inclinée, pas inclinée. Donc là, non, on est dans la rectitude. Voilà, plutôt verticalité, modernité. Voilà, alors on a petite police, donc ça c'est encore une autre caractéristique. Une certaine largeur aussi de caractères utilisés, de l'interligne aussi utilisée, et puis une certaine cohérence de l'ensemble avec des effets originaux. Lorsqu'on identifie également des axes pour représenter tous ces critères qui permettent de décrire ces caractéristiques d'écriture, ces caractères en tout cas. Voilà, donc on a bien ici des axes qui séparent la verticalité de la largeur. On a l'écriture en pente de l'écriture droite, les grandes polices, les petites polices. Voilà, donc on a bien une représentation aussi également là très variée. Est-ce qu'il y a une dominante? On peut dire qu'il y a une petite dominante, vous voyez, sur la partie droite du graphique. Mais on a aussi des logos qui sont vraiment très éclectiques, qui utilisent voilà, des caractères voilà, plutôt autres. Voilà, il n'y a pas une concentration, en tout cas, il n'y a pas de concentration très marquée, même s'il peut y avoir une dominante. Bien, maintenant, le sens des phrases utilisées dans le logo, encore une fois. Oui, voilà. Donc là, clairement, dans les logos que l'on a étudiés, on a très peu de logos, enfin, c'est pas la majorité, où on voit où il y a une phrase de présente. Hein. Idem, il n'y a pas de socle non plus, c'est-à-dire de bandeau. Souvent, on a des logos parfois avec un bandeau en bas, avec une écriture ou pas d'écriture, mais un socle. Là non plus, il n'y a pas forcément de socle. Et par contre, quand il y a une présence de phrase, ce qui arrive, et c'est ce que vous avez dans le nuage de mots en premier, évidemment, c'est le nom de l'entreprise. Hein. Ça va de soi. Et puis après, évidemment, des aspects plus de localisation de l'entreprise ou du service. Et puis des aspects aussi en lien avec l'activité spécifique de l'entreprise. Donc c'est pour ça que vous retrouvez à domicile, télévision, etc. D'accord ? Donc après, par rapport aux motifs, certains logos comportent des motifs. Vous avez vu sur l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure de la Baule, là, Guérande. Donc on a des lignes, des carrés, des vagues. Hein. Donc on retrouve là de façon assez pertinente la présence de ces motifs quand il y en a. Donc c'est moitié-moitié, hein. Des fois il n'y a pas de motif, des fois il y en a. Et quand il y en a, ben, vous voyez qu'on retrouve beaucoup des lignes, des vagues, des traits aussi, des fois des rayons, et puis des formes rondes liées à des sphères, des soleils, etc. Donc on a des formes qui sont quand même là directement en lien aussi avec ce qu'on a pu vous dire justement par rapport, là c'est la forme du motif, mais par rapport à sa signification, à leur signification de ces formes, clairement on va avoir des connotations qui sont aussi en lien avec ce qu'on a pu vous dire sur l'organisation tout à l'heure, au niveau de la position littorale, de connotation avec le soleil, l'ensoleillement, etc., etc. Donc là, déjà, on voit apparaître des aspects
important rien que dans le logotype de l'organisation. Donc après, on avait... Donc on a une description générale maintenant du logo, parce que là on a fait donc, les éléments séparés, on a essayé de faire une analyse séparée donc, de chaque en décortiquant en fait le logo au niveau de sa couleur, de sa forme, de l'écriture en fait, des caractères utilisés, de l'usage des motifs et éventuellement du socle. Maintenant, c'est une analyse très générale du logo, là donc qu'on appelle une analyse donc holistique. Et donc là, qu'est-ce qui ressort à partir d'échelles, hein, bien sûr, encore une fois, qui sont éprouvées hein, par des chercheurs dans le domaine du design. Donc voilà, on n'a rien inventé à ce niveau-là. On utilise juste des échelles qui sont déjà éprouvées, validées. Et donc là, l'idée, c'est de bien se rendre compte que finalement, quand on perçoit, quand on analyse en fait le logo d'une façon globale, dans sa globalité, on a bien en fait l'idée de ces dimensions, donc complexité, simplicité. Donc il y a plutôt des logos plutôt complexes, hein, Bretagne Sud. On est plus sur la partie, vous voyez, la partie droite ici, élaborée. Hein, c'est pas tout simple. Donc on a vraiment cette dimension complexité, simplicité, plutôt caractère actif par rapport à un caractère passif. Donc on sent une dynamique dans les logos Bretagne Sud. Avec plutôt une utilisation représentative d'éléments. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée d'éléments naturels ou représentatifs qui sont concrets par rapport à des éléments abstraits. Donc on a plus ces dominances-là dans ce qui apparaît quand on synthétise cette information. Maintenant, on a fait une analyse au niveau général. Donc, voilà. Et donc, pour justement plus voir le sens et qu'est-ce que exprimait le logo, comment c'était perçu, ressenti au niveau de ces logos. Et là, ce qui ressort, et ça nous a un peu surpris, c'est clairement une référence identitaire marquée, hein, et le territoire, une référence au territoire, une référence à la Bretagne. Et puis, vous voyez aussi des références au sud, hein, et toujours des références qui sont plus en lien avec l'activité de l'organisation. Vous voyez voiture, vous voyez maison. Bon, il y a ces significations-là qui apparaissent, qui sont moins symboliques, plus terre à terre évidemment, mais qui expriment quand même le logo. Et puis d'autres, des termes qui peuvent être beaucoup plus affectifs, comme le luxe, par exemple. Donc, il y a certains logos qui vont exprimer le luxe. Si on pourrait d'ailleurs juste revenir pour illustrer sur les logos, là, sur l'ensemble, juste pour montrer. C'est loin. Pas très beau. Ouais, c'est pas très... Voilà, là. Ouais. Voilà. Si vous observez le logo Morbihan, là, l'Esprit Sud de la Bretagne, donc l'Office de tourisme, le CDT, le Comité départemental de tourisme, ils font directement, vous voyez, c'est Morbihan, ils font directement référence là, aussi à la publicité de Dior J'adore, hein, donc une référence aussi à l'or, et donc comme si le Morbihan, l'Esprit Sud de la Bretagne, était plus luxe qu'ailleurs. Hein. Donc il y a cette plus riche, voilà. Donc il y a cette connotation marquée haut de gamme avec donc des lettres en or au milieu du mot. D'accord ? Donc on a vraiment une symbolique qui peut être rattachée par rapport à ces significations de logo. Et sur la fonction du logo, sur le rôle que le logo peut avoir, clairement, ce qui apparaît, c'est que il permet d'abord d'identifier la structure. C'est son but, hein, quelque part. Il exprime la vocation de l'entreprise. Rien qu'à la vue du logo, on sait à peu près... Là, il y a très peu d'exceptions, à part Pigeon, là, le transporteur. Bon, c'est vrai que ce n'est pas clair. Il y a juste le nom, Pigeon Bretagne Sud. Bon, autrement, en général, c'est très clair. Et puis, ça donne quand même une force identitaire à l'entreprise aussi, clairement marquée. Voilà. Et pour terminer ce volet-là,
Si on va peut-être finir aussi. Oui, donc le rendu général. D'une façon générale, les logos, donc plutôt cohérents, clairs, plutôt la modernité, là, c'est vrai que le rendu général, ça se perçoit pas trop non plus. Mais comme on le disait tout à l'heure, effectivement, on a parlé des caractéristiques, des motifs, en fait, de la présence de motifs. La présence d'objets, là, cette fois, on est sur 3/4 des logos qui utilisent un objet. Alors, au-delà du motif, c'est l'objet. Un objet clairement identifié, comme on dit. Donc là, et vous voyez ici, quelle est l'identification référentielle, quel est de cet objet, le signifié d'usage, comme on dit. Donc, ben voilà, on retrouve vraiment les éléments qui sont liés aux astres. Donc voilà, le soleil, la lune, beaucoup de végétaux aussi. Donc les huîtres, la nature. Beaucoup d'humains aussi. La vague, voilà, il y a des éléments humains, effectivement. Voilà, escaladeurs. Voilà, on a des oiseaux aussi. Donc là aussi, ça revient aussi. Donc c'est vraiment, ça fait référence à vraiment un univers très, très spécifique quand même, lié, et là on s'en rend compte, avec les discours qu'on a pu percevoir des responsables d'entreprises qui avaient été interrogés dans l'étude précédente. Maintenant, pour terminer cette étude, cette analyse, en fait, on a voulu explorer sur un petit échantillon, mais très exploratoire, parce qu'on n'a pas eu le temps, on a été un peu pris par le temps, mais on a quand même fait. On a interrogé une vingtaine de personnes, donc c'est absolument pas du tout représentatif. De toute façon, même l'étude précédente n'est pas représentative, mais ça donne quand même une indication. On ne pouvait pas s'empêcher de vous présenter, de partager un petit peu avec vous, on va dire, cette exploration. Donc, on a interrogé des personnes autour de nous, tout simplement, en leur montrant le logo, donc les logos qu'on a étudiés. Et donc, chacun devait évaluer un certain nombre de logos. Et donc, à chaque fois, on leur disait, ben voilà, à quoi ça vous fait penser? Donc, un certain nombre de questions. C'était très simple, c'était très court. Donc, on leur demandait, donc on leur proposait, donc ils regardaient le logo et ensuite ils répondaient à cette question. Donc, voilà les mots qui viennent spontanément à l'esprit. Donc, on a vacances, on a astres, là encore, loisirs, ouverture, décoration, sport. Enfin, on retrouve quand même des choses qui sont liées quand même aux activités Bretagne Sud, malgré tout. Donc, ce qui est bien compréhensible du fait de la représentativité des logos aussi, du fait qu'il y a un objet bien clair. Donc, la majorité ne connaissait pas les logos qu'ils étudiaient. Donc, pour les trois quarts, quasiment, ne connaissaient pas. Et concernant l'organisation, on leur a demandé, voilà, est-ce que vous pensez que cette entreprise n'est pas comme les autres de son secteur, sans la connaître, hein. Donc, vous voyez, donc les personnes répondaient. Et on a, alors, ce qui ressort surtout, effectivement, dans cette interrogation, c'est, je devine où elle se situe au niveau géographique. Ça, c'est une évidence, puisqu'il y a écrit Bretagne Sud. Donc, forcément, les personnes répondent favorablement. Bah oui, forcément. On situe bien au niveau géographique. Également, on comprend parfaitement ce qu'elle fait. Donc, c'est une bonne note, finalement. 3,78, c'est une bonne note. On comprend bien ce qu'elle fait. Donc, on va dire, le travail est bien accompli, finalement. Le rôle du logo est bien présent. Et je pense que ce qu'elle propose est de qualité. Donc là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a une perception positive qui donc induit la perception de la qualité même de ce que propose l'organisation. Donc là, c'est intéressant. C'est vraiment au niveau perceptuel. Concernant le logo, vous diriez, c'est un beau logo, il me plaît, etc. Donc vous voyez, il se distingue. Donc il y a vraiment une dimension affective intéressante, bien sûr. Mais on voit bien qu'il y a aussi vraiment l'effet distinction. Il n'est pas comme les autres, il se distingue du fait justement de ce repérage géographique. Et puis il y a aussi l'élément confiance qu'on a questionné et finalement qui ressort comme une dimension à part entière. Donc la qualité, la confiance. On comprend aussi ce qu'elle propose. Donc vous voyez, il y a une dimension affective, la dimension distinction par rapport aux autres organisations, et puis une dimension qualité, confiance perçue à travers le logo qui est présenté. Voilà. Et puis pour terminer, donc voilà, c'est juste une représentation graphique de cet échantillon de ces personnes qui ont pu répondre à ces questions-là. Donc on voit qu'il y a une évaluation assez positive sur la partie droite. Donc voilà, c'est plutôt un bon logo, plutôt beau. Donc ça plaît d'une façon générale, mais
Ça dépend quand même. Ça dépend. C'est vrai que ce qui caractérise vraiment ces logos, c'est leur effet distinctif. Ils ne sont pas comme les autres. Et puis, voilà, ce qu'il propose, voilà, il y a un axe intéressant. Je pense que ce qu'il propose, c'est intéressant ou c'est de qualité. Et puis un axe, c'est bien. Et puis il se distingue. Donc c'est un petit peu ça qu'on va retrouver dans les représentations. Voilà, donc on va conclure. Oui, donc en fait, là ce qu'on a pu un peu dégager par rapport à nos logos étudiés, hein, donc c'est vraiment une pré-étude hein, qu'on a faite, c'est que quelque part les organisations qu'on avait interrogées précédemment, eh bien ça rejoint les objectifs de ces organisations. D'une part comme outil d'identification de l'activité du territoire, c'est clair, hein, le positionnement, la localisation géographique. Donc là, le terme de Bretagne Sud, évidemment, il intervient clairement à des fins informatives. Hein. Ça situe l'entreprise sur le territoire. Mais clairement aussi, on retrouve cette volonté d'étendre son périmètre d'action, hein, avec ce floutage là, au niveau Bretagne Sud. Donc volontairement, hein, y en a qui choisissent volontairement ce terme de Bretagne Sud plutôt que de mettre Vannes ou Lorient par exemple. Donc il reste, c'est plus large. Hein. Et puis c'est clairement aussi un outil de différenciation et de notoriété. Le logo sert à ça, ça vient conforter tout ce qu'on vous a dit de façon générale sur les logos en général. Là, nos travaux sur Bretagne Sud ne dérogent pas à aux études plus larges qui ont été faites. Donc, et clairement, par contre, ce qui est un point caractéristique, c'est que là, nos logos, ils ont cette connotation-là, ces connotations positives qui sont rattachés directement au logo, qui sont autant de facteurs d'attractivité pour l'entreprise et pour le territoire aussi, évidemment, puisque on a des logos qui sont quand même mixtes, hein, qui ne sont pas que des services, mais qui sont aussi des logos de territoire, hein, notamment pour le tourisme, c'est clair. Donc on retrouve tous ces points communs. Et ça peut être intéressant justement de voir un peu les implications managériales qu'on peut... Oui. en avoir. Voilà, juste avant les implications managériales, c'était juste évoquer quand même les limites de cette étude, dans le sens où effectivement là, on a étudié 32 logos, on aurait aimé approfondir encore davantage, c'est vrai, l'analyse, vraiment par exemple faire une analyse en fonction du statut de l'entreprise, par exemple les associations, le statut privé-public, là aussi c'est une analyse intéressante qu'on pourrait mener, donc approfondir un petit peu plus davantage. Il y a des limites aussi qui sont liées au fait que par exemple, vous avez des petites entreprises qui ont fait un peu le logo comme ça, un peu au feeling, on dirait. Et puis, face à ça, vous avez des collectivités territoriales avec des stratégies énormes qui ont mis de l'argent, etc. Donc, évidemment, qu'arrivent à des produits finis, et beaucoup plus élaborés, beaucoup plus... Donc, quelque part, nos résultats, ils sont un peu biaisés par ça parce que... Et c'est pour ça que Leïla disait de faire la distinction, parce que là... il y a une différence de qualité, Il y a une différence de qualité. Oui. Là, tout est mélangé, on a des résultats généraux. Bon, évidemment, quand on aura nos 192 logos, on pourra sectoriser de façon beaucoup plus pertinente et ça sera beaucoup plus intéressant. Oui. Tout à fait. Donc, et puis, bien sûr, étendre l'étude sur vraiment, là, interroger davantage de personnes pour voir quel est l'effet. Et intégrer nos logos qui ne comportent pas Bretagne Sud. Oui. C'est-à-dire parce que quand vous avez des logos qui viennent juste de l'image, juste une icône, est-ce que l'icône exprime Bretagne Sud ou pas? Donc ça va être l'objet de la suite future, de nos événements. Tout à fait. Exactement. Donc à quoi ça sert en fait ce travail? Nous simplement, c'est vrai que ça nous permet de valider un petit peu certaines théories d'une part, et puis d'autre part, c'est également de proposer, pourquoi pas à des entreprises, quelques conseils, on va dire, ou quelques orientations qui permettraient peut-être d'être davantage
efficace, plus pertinent, voilà, ouais. et plus pertinent. Donc voilà, donc l'idée c'est de montrer vraiment l'intérêt de porter de façon visible le terme Bretagne Sud, de réfléchir à son influence, parce qu'on ne l'a pas vraiment prouvé en fait, mais on approche un sujet qui est vraiment riche et intéressant. Porter une grande attention à la création du logo, il doit être valorisé et puis effectivement, ça doit être travaillé de façon raisonnée et réfléchie. Et puis, bien sûr, amener les responsables à communiquer cette identité même de la localisation géographique de l'organisation, avec, bien sûr, en lien avec l'ancrage territorial du consommateur. Il nous reste un énorme travail à faire de poursuite de recherche parce que voilà, on est vraiment dans la continuité, donc vraiment approfondir et puis vraiment établir des caractéristiques spécifiques des logos en Bretagne Sud par rapport à d'autres logos, pourquoi pas dans d'autres territoires également. Bien décortiquer en fait ce qu'il y a derrière en lien avec la volonté même de l'entreprise ou de l'organisation. Voir bien sûr l'impact et puis bien sûr voir notamment par exemple quels seraient des effets d'autres éléments du logo. On a parlé du logo visuel, on parle aussi de logo polysensoriel, c'est-à-dire le logo lié aux autres sens. Donc l'olfactif, le sonore, bien sûr, il y a des logos sonores. Donc est-ce qu'on peut imaginer voilà, une signature, une identité sonore, par exemple, à certaines organisations qui donc revendiquent cet ancrage territorial Bretagne Sud. Est-ce qu'il y aurait une odeur possible, laquelle, enfin bon voilà, on pourrait délirer là-dessus, mais c'est vrai que ça fait partie de champs de recherche vraiment intéressants aussi dans le domaine du marketing, qui sont intéressantes à explorer de toute façon, tout ça dans un objectif de connaissance et voilà, d'exploration. Voilà. Eh bien, merci de votre attention.